Le téléphone sonna à 3 heures du matin, arrachant Elena à son sommeil profond. De l'autre côté de la ligne, la voix tremblante de sa sœur Carolina la glaça. « Elena, j'ai vu Ricardo. Il était dans mon vol pour Paris, en première classe, avec une femme blonde qui n'était pas toi. » Elena se redressa dans son lit, le cœur battant à tout rompre. « Carolina, tu dois te tromper. Ricardo est ici, à mes côtés, en train de dormir. »« Non, Elena. Je connais mon beau-frère depuis 10 ans. C'était lui, j'en suis absolument certaine. Il portait des lunettes de soleil, mais quand il s'est tourné pour embrasser la femme, j'ai parfaitement vu son visage. » La comptable judiciaire tourna la tête. Là, à côté d'elle, Ricardo respirait paisiblement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme du sommeil. Ses cheveux grisonnants éparpillés sur l'oreiller, la même cicatrice au menton qu'elle connaissait depuis 15 ans de mariage. « Carolina, tu te fais des idées. C'est peut-être la fatigue des vols internationaux. Ricardo n'a pas quitté la maison hier soir. Elena, écoute-moi je t'en prie. Je l'ai photographié. Je vais t'envoyer l'image tout de suite. » Le téléphone vibra avec le message. Elena ouvrit la photo et sentit le monde s'écrouler. C'était Ricardo. Aucun doute possible. Le même sourire, les mêmes gestes, même cette manière caractéristique d'incliner la tête quand il parlait. Il était élégamment vêtu, tenant la main d'une femme éblouissante, clairement dans un moment intime. « C'est impossible », murmura Elena, comparant la photo avec l'homme endormi à ses côtés. Carolina continua. « Elena, il se passe quelque chose de très étrange. Je travaille sur cette ligne depuis 5 ans, je connais tous les passagers fréquents de la première classe. Cette femme n'a jamais volé avec nous auparavant, mais elle et Ricardo semblaient très à l'aise, comme s'ils faisaient ce voyage régulièrement. » Elena se leva du lit et alla jusqu'à la cuisine, elle avait besoin d'un verre d'eau. Ses mains tremblaient en analysant chaque détail de la photo. La posture, le sourire, même la façon dont Ricardo tenait la coupe de champagne était identique à l'homme avec qui elle partageait son lit depuis 15 ans. « Carolina, tu es absolument sûre que c'était Ricardo ? » « Elena, je le jure sur notre mère. C'était lui. Et il y a encore une chose, quand je suis passé près d'eux dans le couloir, je l'ai entendu appeler la femme « mon amour » en français. Depuis quand Ricardo parle-t-il français ? Cette question résonna dans l'esprit d'Elena comme un coup de poing à l'estomac. Ricardo avait toujours dit qu'il n'était pas doué pour les langues, qu'il avait déjà du mal à parler anglais correctement. Comment pouvait-il converser en français couramment ? Elena retourna dans la chambre et observa son mari dormir. Chaque détail de son visage était gravé dans sa mémoire. La petite verrue derrière l'oreille gauche, la tache de naissance sur le cou, la manière dont ses lèvres s'incurvaient légèrement vers le bas quand il était détendu. « Carolina, je dois raccrocher. Je vais réfléchir à ce que je dois faire. Elena, sois prudente. Il se passe quelque chose de très grave. Si tu as besoin de moi, je serai de retour dans 2 jours. » Après avoir raccroché, Elena resta immobile dans la cuisine, tenant la photo sur son téléphone. Comment était-il possible que Ricardo soit simultanément à 2 endroits différents ? Elle était certaine qu'il était resté à la maison toute la soirée. Ils avaient dîné ensemble, regardé un film, et il s'était endormi à ses côtés comme toujours. Mais la photo ne mentait pas. Et Carolina n'était pas une personne fantasque ou sujette à la confusion. En tant que pilote de ligne, elle avait été formée à observer les détails et à garder son calme dans des situations critiques. Elena retourna au lit et observa Ricardo dormir, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui puisse expliquer l'impossible. Alors, elle remarqua un détail qui lui fit ravaler sa salive. Ricardo portait un pyjama qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une chemise bleu marine avec de petits détails brodés, complètement différente de tout ce qu'il possédait. À cet instant, Elena comprit que sa vie parfaite était sur le point de s'effondrer, et que la vérité serait bien plus troublante qu'elle ne pouvait l'imaginer. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les rebondissements de cette intrigue incroyable. Le lendemain matin, Elena se réveilla déterminée à découvrir la vérité. Ricardo était déjà parti travailler lorsqu'elle se leva, laissant seulement un billet disant qu'il avait des réunions importantes toute la journée. Elle prit le téléphone et appela son entreprise. « Bonjour, je voudrais parler à Ricardo Mendes, s'il vous plaît. »« Je suis désolé, mais monsieur Ricardo est en voyage d'affaires à Paris. Il ne rentre que la semaine prochaine, » répondit la secrétaire. Elena sentit son sang se glacer. « Comment ça ? Il est parti de la maison ce matin pour le bureau. »« Madame, monsieur Ricardo a embarqué hier soir pour Paris. Il a une présentation importante pour des investisseurs français. Puis-je prendre un message ?» Elena raccrocha immédiatement, les mains tremblantes. Si Ricardo était officiellement à Paris pour affaires,
Qui était l'homme qui avait dormi à ses côtés la nuit précédente? Elle courut dans la chambre et fouilla l'armoire de Ricardo. Tous ses vêtements étaient là, apparemment intacts. Mais quelque chose attira son attention. Au fond du placard, elle trouva une petite valise qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur, elle découvrit des vêtements masculins de marque coûteuse, des documents d'identité au nom de Daniel Costa, et un téléphone portable qu'elle ne connaissait pas. Elena alluma l'appareil. Dans les messages récents, elle trouva des conversations intimes avec quelqu'un identifié seulement comme Amour. Les photos échangées montraient l'homme qu'elle croyait être son mari dans des lieux qu'elle ne connaissait pas, avec la femme blonde de la photographie de Carolina. « Mon Dieu !» murmura Elena en lisant les messages. 2 ans à planifier notre nouvelle vie à Paris. Bientôt nous serons libres de cette mascarade. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler de façon terrifiante. Elena comprit que l'homme vivant chez elle n'était pas Ricardo, mais un imposteur nommé Daniel. Mais où se trouvait son véritable mari? Elena décida d'agir en professionnelle. Grâce à ses connaissances en investigation judiciaire, elle accéda discrètement au compte bancaire conjoint du couple. Ce qu'elle découvrit la rendit nauséeuse. Au cours des 6 derniers mois, des transferts de plusieurs millions avaient été effectués vers des comptes offshore, toujours autorisés par Ricardo. Plus troublant encore, elle trouva des preuves que Ricardo avait été filmé dans des visioconférences qui n'avaient jamais eu lieu, utilisant la technologie du deepfake pour autoriser les transferts. Quelqu'un utilisait son image pour commettre des fraudes financières à grande échelle. Elena analysa les dates des transferts et les recoupa avec ses souvenirs. À chacune de ces occasions, elle se souvenait parfaitement de Ricardo à la maison, agissant normalement. Cela signifiait que Daniel avait été entraîné à imiter chaque geste, chaque manie, chaque habitude de son mari. Elle photographia toutes les preuves et remit tout à sa place d'origine. Elle avait besoin de plus d'informations avant d'agir. L'après-midi, lorsque Daniel revint de ce qu'il appelait son travail, Elena décida de le tester. Elle prépara des crevettes pour le dîner, plat que Ricardo ne pouvait jamais manger à cause d'une grave allergie développée dans son enfance. « Délicieux, chérie », dit Daniel en attaquant le plat avec enthousiasme. « Tu sais combien j'aime tes crevettes. » Elena observa chaque bouchée, ressentant un mélange de dégoût et de fascination. L'homme en face d'elle mangeait tranquillement quelque chose qui enverrait son véritable mari directement à l'hôpital. « Daniel », dit-elle doucement, pour l'éprouver. Il leva immédiatement les yeux, avant de se reprendre et de demander « Que as-tu dit, mon amour ?» Le test avait fonctionné. Elena en était maintenant certaine. L'homme qui vivait chez elle était un acteur professionnel engagé pour se faire passer pour Ricardo, tandis que son véritable mari était à Paris, probablement en train de détourner des millions de dollars avec sa maîtresse. Cette nuit-là, feignant de dormir, Elena observa Daniel somnoler à ses côtés. Elle remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant. De petites différences dans sa respiration, sa position pour dormir, même l'odeur de sa peau était légèrement différente. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment n'avait-elle pas remarqué qu'elle partageait son lit avec un étranger depuis des mois? La colère commença à grandir dans sa poitrine, remplaçant le choc initial. Ricardo ne l'avait pas seulement trahi, il avait orchestré un plan élaboré pour lui voler tout ce qu'elle avait construit au fil des ans, utilisant un sosie pour la distraire pendant qu'il s'enfuyait avec sa fortune. Mais Ricardo ignorait une chose à propos d'Elena. Elle était l'une des meilleures enquêtrices judiciaires du pays, spécialisée dans le démantèlement de fraudes financières complexes. Et maintenant, elle avait une affaire personnelle à résoudre. Elena passa les 3 jours suivants à élaborer le plan le plus complexe de sa carrière. Le jour, elle faisait semblant d'être normale avec Daniel, mais la nuit, elle travaillait secrètement dans son bureau, rassemblant des preuves et traçant des stratégies. Tout d'abord, elle contacta discrètement sa meilleure amie, Isabella, une spécialiste en intelligence privée travaillant sur des affaires d'infidélité corporative. Sans révéler de détails personnels, Elena demanda de l'aide pour suivre des mouvements suspects impliquant de fausses identités. « Elena, ces schémas que tu m'as montrés sont typiques d'opérations de blanchiment d'argent de haut niveau, » dit Isabella lors d'une rencontre secrète dans un café éloigné. « Quiconque est derrière ça a des connexions internationales sérieuses. » Elena contacta également Patricia, son avocate de confiance, pour obtenir des conseils sur la façon de protéger ses biens personnels en cas de fraude conjugale. Sans connaître les détails, Patricia suggéra immédiatement des mesures préventives. « Si tu suspectes une activité frauduleuse impliquant ton mari, nous devons agir vite pour protéger tes actifs personnels, » alerta Patricia. « Des fraudes de ce type peuvent compromettre tout ce que tu as construit professionnellement. » Lors de ces enquêtes secrètes, Elena découvrit quelque chose d'encore plus perturbant. En analysant les métadonnées des photos et vidéos utilisées dans les fraudes deepfake, elle retrava l'emplacement où elles avaient été produites. Un studio professionnel à Barcelone, spécialisé dans la technologie de pointe pour le cinéma. En creusant davantage,
Elena trouva des enregistrements de paiement effectués par Ricardo à ce studio au cours des 8 derniers mois. Les montants étaient astronomiques, suffisants pour créer une réplique digitale parfaite de n'importe qui. Encore plus choquant, elle découvrit que Daniel n'était pas un simple acteur. Grâce à des registres professionnels, Elena trouva son vrai nom, Diego Montero, un acteur de théâtre renommé en Espagne, spécialisé dans des interprétations nécessitant des transformations physiques extrêmes. Les registres montraient que Diego avait passé 3 mois dans une clinique de chirurgie plastique reconstructive avant de prendre l'identité de Daniel. Petits ajustements faciaux, entraînement de la voix, même changement de posture corporelle pour ressembler parfaitement à Ricardo. Elena ressentit un frisson dans l'échine en réalisant le niveau de planification impliqué. Ce n'était pas seulement une trahison ou une fraude ordinaire. C'était une opération orchestrée sur plus d'1 an pour effacer complètement son existence et voler tout ce qu'elle possédait. Cette nuit-là, feignant une migraine, Elena s'enferma dans la salle de bain et appela Carolina. « Carolina, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose de très important. As-tu encore des contacts dans l'aviation internationale ?»« Bien sûr, Elena. Que veux-tu que je fasse ? » ?»« Je veux que tu retraces tous les vols que Ricardo a fait au cours des 2 dernières années. Spécifiquement pour Paris, Barcelone et les Bahamas. » 2 heures plus tard, Carolina revint avec des informations dévastatrices. Ricardo avait effectué au moins 15 voyages internationaux au cours des 2 dernières années, toujours accompagné de la même femme blonde, toujours à des dates où Elena se souvenait qu'il travaillait à la maison. Elena, quelque chose cloche. Selon les registres d'immigration auxquels j'ai pu accéder, le Ricardo qui voyage possède un passeport émis il y a seulement 2 ans. Que s'est-il passé avec son ancien passeport? Elena vérifia. Le passeport original de Ricardo était conservé dans son tiroir, sans tampon de voyage récent. Cela signifiait qu'il avait obtenu un second passeport par des moyens frauduleux. Déterminée à tendre le piège parfait, Elena commença à mettre au point son plan de revanche. Elle savait que Ricardo et sa maîtresse reviendraient de Paris la semaine prochaine, s'attendant probablement à trouver Daniel encore en train de maintenir la supercherie. Elena décida d'utiliser ses propres méthodes contre lui. Elle contacta discrètement 3 des plus grands clients de l'entreprise de Ricardo, des entrepreneurs puissants manipulant des millions en investissement. Sans révéler de détails, elle les alerta sur de possibles irrégularités dans les comptes et fixa une réunion, surprise, pour le vendredi suivant. Simultanément, Elena prépara un dossier complet avec toutes les preuves qu'elle avait collectées. Photographies, relevés bancaires, preuves de deepfake, faux documents, registres de voyage, et même des enregistrements secrets qu'elle avait faits de Daniel révélant des détails que le véritable Ricardo n'aurait jamais pu connaître. Le moment le plus excitant arriva lorsqu'Elena trouva un enregistrement de sécurité de l'aéroport que Carolina avait obtenu grâce à ses contacts. La vidéo montrait Ricardo et sa maîtresse achetant des billets de première classe pour les Bahamas, utilisant les cartes de crédit corporatives de son entreprise. Elena sourit pour la première fois depuis des jours. Elle avait tout ce qu'il fallait pour détruire le plan de Ricardo et renverser complètement la situation. Le vendredi, lorsqu'il reviendrait en s'attendant à continuer sa supercherie, il trouverait une surprise qui changerait sa vie à jamais. Cette nuit-là, Elena regarda Daniel dormir et murmura « Profite bien, car c'est ta dernière nuit dans cette maison. » Le vendredi arriva comme un ouragan. Elena avait orchestré tout avec une précision chirurgicale. À 9 heures du matin, Daniel partit pour ce qu'il croyait être une journée normale de travail, sans savoir que sa vie était sur le point de s'effondrer. Elena appela l'entreprise de Ricardo en se faisant passer pour la secrétaire d'un client important. Monsieur Ricardo doit se rendre d'urgence au bureau. Les investisseurs japonais sont arrivés plus tôt et veulent une réunion immédiate concernant le projet Barcelone. À 10 heures, Ricardo entra dans le bureau, bronzé et confiant, toujours avec l'air de quelqu'un qui avait passé une semaine romantique à Paris. Il trouva Elena assise dans le fauteuil présidentiel, entourée de 3 des plus grands investisseurs de l'entreprise, Isabella avec un ordinateur portable ouvert, Patricia avec un dossier de documents légaux et 2 agents fédéraux debout au fond de la salle. « Surprise, chérie », dit Elena avec un sourire glacial. Ricardo pâlit instantanément. « Elena ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Asseyez-vous, Ricardo. Ou préférez-vous que j'appelle votre vrai nom inscrit sur le faux passeport ?» Les investisseurs observaient tout en silence, clairement confus mais attentifs. Elena ouvrit l'ordinateur portable et projeta sur l'écran les preuves qu'elle avait collectées. « Messieurs, au cours des 2 dernières semaines, j'ai découvert que mon mari avait orchestré l'une des fraudes financières les plus élaborées que j'ai jamais vues en 15 ans de carrière. Il a engagé un acteur pour vivre chez moi, a subi des chirurgies pour créer une nouvelle identité et a détourné 16 millions de dollars des fonds d'investissement que vous gérez. » Ricardo tenta de se lever. « Elena, tu es devenue folle. Je peux tout expliquer. »
Vraiment? Alors explique comment tu étais simultanément à Paris mardi, en train d'acheter des bijoux pour ta maîtresse Isabella Reyes, et à la maison avec moi à regarder la télévision? Elena projeta les photos de Carolina montrant Ricardo dans l'avion, croisées avec les enregistrements des caméras de sécurité de la bijouterie Cartier à Paris au même moment. Explique comment tu as développé une allergie aux crevettes qui a duré 15 ans, mais que mercredi, tu as mangé tranquillement le plat que j'avais préparé. Un des investisseurs se leva, clairement furieux. Monsieur Mendes, ce sont des accusations extrêmement graves. Si elles sont confirmées, cela représente non seulement une fraude, mais une conspiration criminelle internationale. Ricardo, réalisant qu'il était coincé, tenta une dernière carte. Elena, tu ne comprends pas. Tout cela était pour nous protéger. Les investissements que j'ai faits vont nous rendre millionnaires. Dans quelques mois, nous pourrons vivre où nous voudrons. Nous. Elena rit amèrement. Ricardo, tu as oublié un détail important dans ton plan parfait. Quand je pensais que mon mari développait une démence précoce à cause de petits oublis, j'ai installé discrètement des caméras de sécurité à la maison. Elena projeta une compilation de vidéos montrant Daniel seul dans la maison, parlant au téléphone en espagnol, pratiquant les gestes de Ricardo devant le miroir, et même discutant avec quelqu'un pour finaliser l'opération la semaine prochaine. Tes vidéos deepfake étaient impressionnantes, Ricardo, mais tu n'as pas réussi à reproduire une chose, l'âme. Daniel est un acteur talentueux, mais il ne connaît pas nos souvenirs, nos véritables intimités. Il a appris un script, mais il n'a pas vécu une vie. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Daniel entra escorté par 2 autres agents fédéraux. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Ricardo dans la salle. « Vous ne vous êtes jamais rencontrés en personne, n'est-ce pas ?» demanda Elena. Daniel recevait les instructions uniquement par appel vidéo et messages cryptés. « Ricardo, tu es tellement paranoïaque que tu n'as même pas fait confiance entièrement à ton propre complice. » Daniel, réalisant que tout s'était écroulé, regarda Ricardo directement. « Tu as dit qu'elle ne découvrirait jamais rien. Tu as dit qu'elle n'était qu'une simple comptable, pas une enquêtrice judiciaire spécialisée en fraude internationale. » Ricardo tenta de blâmer Daniel. « Il ment. Je n'ai jamais. » « Ricardo, arrête, » interrompit Elena, projetant les enregistrements des appels entre eux que Isabella avait pu intercepter. « Tout est enregistré. Tes instructions à Daniel, tes plans de fuite vers les Bahamas, même tes conversations intimes avec Isabella. » Patricia se leva et tendit une enveloppe à Ricardo. « Monsieur Mendes, vous êtes formellement accusé de fraude bancaire, falsification d'identité, blanchiment d'argent international et conspiration pour commettre des crimes financiers fédéraux. » Les agents s'approchèrent avec des menottes, mais Ricardo eut un dernier accès de désespoir. « Elena, s'il te plaît. 15 ans de mariage. Cela doit signifier quelque chose. » Elena le fixa avec une froideur qu'elle ne savait pas posséder. « Cela signifiait quelque chose, Ricardo. Jusqu'au moment où tu as décidé que je valais moins que 16 millions de dollars et une blonde de 25 ans. » Alors que Ricardo était emmené menotté, Daniel s'approcha d'Elena. « Madame, je suis désolé. Je pensais vraiment que ce n'était qu'un rôle d'interprétation. Quand j'ai réalisé l'ampleur de la fraude, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. » Elena observa l'homme qui avait partagé son lit pendant des mois sans savoir qui il était vraiment. Pendant un instant, elle ressentit une étrange compassion pour l'acteur qui avait lui aussi été manipulé par Ricardo. « Daniel, ta coopération avec les autorités sera prise en considération. Mais tu dois comprendre que tes choix ont des conséquences. » 6 mois plus tard, Elena était assise dans son nouveau bureau, observant la plaque dorée sur la porte, « Investigation matrimoniale Elena Cordero, spécialisée dans la protection contre les fraudes conjugales. » Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle s'était transformé en sa mission de vie. Le procès de Ricardo fut l'un des plus commentés de l'année. Condamné à 20 ans de prison pour fraude internationale, blanchiment d'argent et falsification de documents, il tenta jusqu'au dernier moment de rejeter la faute sur les autres. Isabella, sa maîtresse, fut également condamnée à 15 ans comme complice dans l'opération financière. Daniel reçut une peine réduite de 3 ans grâce à sa coopération totale avec les autorités. Pendant le procès, il devint clair qu'il croyait réellement participer à un « projet artistique expérimental » jusqu'à ce qu'il réalise la véritable nature de la fraude. Elena réussit à récupérer 14 des 16 millions détournés, grâce au suivi précis qu'elle fit des fonds à travers les paradis fiscaux. Les 2 millions restants avaient été dépensés en chirurgie, technologie deepfake et pot de vin pour obtenir de faux documents. Plus important que l'argent, Elena retrouva son estime de soi et découvrit une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. Elle transforma son expérience traumatique en expertise professionnelle, devenant l'enquêtrice la plus recherchée du pays pour les cas d'infidélité complexe et de fraude conjugale.
Son premier cas après sa propre situation impliquait une entrepreneuse qui soupçonnait que son mari détournait des fonds de l'entreprise familiale. En 2 semaines, Elena découvrit un schéma similaire à celui qu'elle avait vécu, mais cette fois, elle réussit à empêcher la fraude avant que des millions ne soient perdus. La différence entre être victime et survivante, disait toujours Elena à ses clientes, réside dans la décision d'utiliser sa douleur comme carburant pour protéger d'autres femmes. Carolina continuait de travailler comme pilote, mais avait maintenant une mission spéciale. Chaque fois qu'elle identifiait des situations suspectes lors de vols internationaux, elle prenait discrètement des photos et transmettait les informations à Elena. Elles créèrent un réseau informel d'observation qui avait déjà permis de démasquer 5 schémas de fuite internationale. Patricia devint associée d'Elena dans la nouvelle entreprise, se spécialisant dans la protection légale du patrimoine pour les femmes en situation de risque. Ensemble, elles développèrent des protocoles innovants pour identifier les signes précoces de fraude conjugale. Isabella développa son entreprise d'intelligence privée et travailla exclusivement sur les cas transmis par Elena. Le trio forma un partenariat puissant, connu dans le milieu juridique sous le nom des 3 anges de la justice matrimoniale. 3 mois après le procès, Elena reçut une lettre inattendue en prison. C'était de Daniel. « Madame Elena, je sais que rien de ce que je pourrai dire ne pourra effacer le mal que j'ai causé dans votre vie. Pendant ces mois en prison, j'ai eu le temps de réfléchir à mes choix et à la manière dont mon ambition a aveuglé mon jugement éthique. Quand Ricardo m'a approché, je traversais de sérieuses difficultés financières. Ma mère avait besoin d'une chirurgie coûteuse, et la promesse d'un paiement élevé pour un travail artistique innovant semblait être la solution à mes problèmes. Je me suis convaincu que je ne faisais que jouer un personnage, comme au théâtre. Mais je savais, au fond, que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai commencé à vivre dans votre maison, à observer vos habitudes, vos préférences, vos peurs nocturnes, j'ai réalisé que j'envahissais la vie réelle d'une personne innocente. J'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû refuser. Mais la lâcheté et l'argent ont parlé plus fort. Je n'attends pas votre pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que votre courage à tout dévoiler m'a permis de voir l'homme que je suis devenu et celui que je veux être en sortant d'ici. Je compte consacrer le reste de ma vie à des travaux artistiques qui construisent et non qui détruisent. Merci de m'avoir montré, même en étant votre victime, qu'il existe une dignité à affronter les conséquences de nos actes. » Elena rangea la lettre sans répondre, mais ressentit une étrange paix. Ce n'était pas du pardon, mais une forme de clôture. 1 an plus tard, Elena fut invitée à donner une conférence lors d'un congrès international sur les crimes financiers. Son histoire inspira des centaines de femmes à travers le monde à enquêter sur des situations suspectes dans leurs propres relations. La plus grande leçon que j'ai apprise, dit Elena à l'auditoire, c'est que notre intuition a rarement tort. Quand quelque chose semble étrange, c'est généralement le cas. La différence réside dans le courage d'enquêter sur la vérité, même lorsqu'elle peut détruire la vie que nous connaissons. Aujourd'hui, Elena dort paisiblement chaque nuit, dans une nouvelle maison, avec des serrures que seule elle connaît, sachant qu'elle a construit quelque chose de plus grand qu'elle-même. Un héritage de protection pour les femmes qui ne savent pas encore qu'elles ont besoin d'aide. Vous avez aimé cette incroyable histoire de dépassement de soi et de justice? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes montrant que la vérité triomphe toujours à la fin.